Après presque un an de retard, la ville a inauguré samedi son nouvel équipement, les studios 240. Cela faisait plus de 2 ans et demi que l'établissement était en construction, avec un coût de 7 millions d'euros. Composé de 2 étages de 1516 mètres carrés, il est doté de 2 salles de danse, 7 salles de cours de musique, 2 studios d'enregistrement et de répétition, un auditorium de 133 places pour les spectacles et une salle de percussion sous forme de rocher. Et enfin, la fête de la Rosière 2019. Cette année, depuis 1877, a fourni un parisis et récompensé une rosière, une jeune fille dont le comportement est irréprochable. Inventé par un industriel parisien, cet événement s'est déroulé à l'église Saint-Aquilin. Raymond Gillens, grand-mère de la Rosière. M. Bazin avait souhaité que la Rosière soit élue par les membres du bureau de bienfaisance. Rosière, c'est super vieux, ça, ma mère était Rosière. Ça existe même un petit peu avant, et la première cérémonie avait lieu à Enghien-les-Bains en 1876. C'est elle qui m'a dit ça, hein. C'est super Oui, vieux. oui, mais il y a eu une cérémonie à Enghien, j'ai retrouvé un document d'archives comme quoi ça a été célébré à Enghien-les-Bains, la Rosière. On n'est pas sourds, on n'est pas sourds. Nous ne sommes pas sourds, hein, tout va bien. Non mais j'ai mon cas sur les oreilles, c'est pour ça, désolé. Et dû présenter sa candidature. Ah, c'est vieux ça. Généralement, ce sont des artistes qui sont déjà Alors, côté info, aujourd'hui, je Attention. vous emmène au Bourget. Je vous emmène au Bourget. Léa Gillan, 18 ans, et la Rosière 2019. Investie à fond dans le village, elle fait notamment partie de l'association Les Trois Sources. Merci beaucoup Elisa Samon-Cachan, nous vous retrouverons à 12h10 pour d'autres informations valdoisiennes. Très bonne journée, dans un instant, Florence Sueur pour le bar de l'économie. C'est bon. Philippe, vous voudrez commenter, et vous, vous voudrez commenter les avions moins polluants? Non? Non, d'accord. Airbus, c'est l'occasion d'annoncer des projets de commande. Vous voudrez commenter ou pas? D'accord, bah oui. Et puis, premier vol réussi pour les Allemands, pour l'Ilium, le taxi volant. Les Allemands. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente fête de la musique. En tout cas, il a fait beau, à Enghien, c'était la fête, c'était même le feu. 17 000 spectateurs environ pour le concert des Cover Queen, et c'était vraiment la voix, la musique de Queen, c'était fantastique. Je vous conseille de revenir faire la fête à Enghien du 3 au 7 juillet pour le festival de jazz qui alliera bien sûr du jazz, mais aussi du funk, du blues et de la soul. Allez, aujourd'hui, eh bien, le sujet du jour sera les réseaux, tout type de réseaux. Nous parlerons des différents types, de pourquoi il est important en tant que chef d'une institution d'en faire partie, qu'est-ce que ça apporte et quand faut-il, bien sûr, y participer. À 10h, nous retrouverons Pascal Boniface pour un entretien exclusif avec Yannick Jadot qui a obtenu 13,5% au scrutin européen du 26 mai et qui, fort de ce résultat, compte bien avec son parti jouer les premiers rôles dans l'avenir de la politique française. Et la question porte bien entendu sur le dérèglement climatique. Et le climat va-t-il vraiment changer? Ce sera la question. Mais tout de suite, j'accueille mes invités du jour pour parler réseau. Philippe Écran, bonjour. Bonjour. Vous venez de reprendre une entreprise industrielle, Repex Flore, fabricant français de ponceuses professionnelles, après avoir vendu le groupe Citour et travaillé avec la grande distribution, et puis aussi créé Serins, société de holding de conseil et de prise de participation en entreprise, bien sûr. Engagé pour le développement économique en Val d'Oise, vous êtes aussi président de l'Association des entreprises Sud de Val d'Oise, d'ailleurs vous l'avez créé, et vous êtes aussi vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, président service, je rappelle. Alors vous êtes accompagné de Catherine Poquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animatrice de réseau d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise depuis 2016. Alors avec vous deux, on parlera des réseaux d'entreprises en général, ceux du Val d'Oise bien sûr, mais en particulier Plateau, c'est-à-dire P-L-A-T-O, VO Réseau 95, et puis bien sûr du Made in 95, et puis sans doute du forum, du nouveau forum qui aura lieu le 22 octobre de cette année. À nos côtés pour parler réseau également Arnaud Jomard, bonjour. Bonjour.
Vous êtes directeur associé du cabinet Coexfi et membre de différentes institutions à titre bénévole. Mais côté entreprise, vous faites partie du club des entreprises du Val-Parisis. Vous participez à Plateau, justement, PLATO, comme on dit, à Evo 360. En tout, vous faites partie de 13 réseaux, donc c'est énorme. On verra un petit peu pourquoi tout à l'heure. Voilà, tout de suite, on passe comme d'habitude aux infos du jour. Et aujourd'hui, eh bien, je vous emmène au Salon du Bourget qui a fermé ses portes hier, le plus gros salon mondial. Alors, un des sujets, bien sûr, c'est construire des avions moins polluants. L'urgence climatique et les questions de sécurité avec la crise de l'avion vedette de Boeing, le 737 MAX, figuraient parmi les gros sujets du salon du Bourget. Sur le plan de l'aéronautique civile, un doublement du trafic aérien est prévu d'ici 20 ans et donc de la flotte d'avions dans le monde pour passer à 44 000 appareils selon les projections de Boeing. Les industriels du secteur sont appelés à redoubler d'efforts pour construire des avions moins polluants et atteindre l'objectif de réduire de moitié les émissions de dioxyde de carbone, le CO2, en 2050 par rapport au niveau de 2005. Sous l'exigence environnementale croissante des jeunes générations, bien sûr, Emmanuel Macron a appelé à ne pas commencer à faire de l'anti-avion. Il a dit l'avion, il faut le moderniser en souhaitant une industrie en Europe plus ambitieuse. Sur le plan industriel et technologique, notre rôle est de s'assurer que tout le monde nous suit et qu'on n'a pas des Chinois et des Américains qui ne respectent pas les mêmes règles du jeu en matière de réduction des émissions de CO2. Et qui, en quelque sorte, gagnent de la compétitivité parce qu'ils sont moins écologiques. Fin de citation. Je rappelle que le transport aérien contribue à hauteur d'au moins 2% mondial du CO2. Deuxième info sur le salon du Bourget, eh bien pour Airbus, ce fut l'occasion de faire le plein de projets de commandes et de lancer l'A321 XLR, l'avion qui aura le plus grand rayon d'action de tous les avions de sa catégorie. Airbus cherche également à relancer son A330 Neo, qui a reçu plus de 6500 commandes fermes, mais qui est fortement concurrencé par le 787 Dreamliner de Boeing. Airbus annonce 8 commandes fermes par Virgin de long courrier A330-900 au prix catalogue de 2,37 milliards de dollars. Je vous ai parlé de qu'est-ce que c'était qu'un prix de catalogue la semaine dernière, rappelez-vous, c'était vendredi. Une lettre d'intention a aussi été signée pour 100 appareils supplémentaires dont les A320 XLR. Et puis le loueur d'avion Airlease Corp a passé commande pour 27 exemplaires de l'A321 XLR. La compagnie low cost des Philippines, Cebu Pacific, a signé un mémorandum d'entente portant sur 31 avions d'Airbus, 16 A330 Neo, 10 exemplaires de l'A321 XLR et 5 de l'A320 Neo. La commande représenterait plus de 4,5 milliards de dollars. La compagnie aérienne devient ainsi l'une des compagnies de lancement de l'A320 XLR. Cet achat permet à Cebu d'augmenter ses liaisons entre les Philippines, l'Inde et l'Australie. De plus, elle veut développer sa flotte avec des compagnies asiatiques. Et donc, toute l'Asie cherche à renouveler leurs appareils long courrier en raison d'une solide demande des passagers. Autre avion chez Airbus, le Beluga XL. C'est le remplaçant du Beluga ST, l'avion cargo interne d'Airbus, chargé de transporter les pièces d'appareils Airbus entre les différents sites européens de l'avionneur. Il n'y en aura plus que 6 dans le monde et le premier est prévu pour 2020, le dernier en 2023. Il devra transporter 180 tonnes de matériel entre les 14 différents sites d'Airbus. Dernière info du jour suite au Bourget, en tout cas pour les avions, parce que mercredi, je vous emmènerai dans l'espace. Côté avion, donc, eh bien, premier vol réussi en mai pour le taxi volant de Lilium. C'est une société allemande, Lilium, qui a annoncé avoir fait voler avec succès leur prototype de taxi volant de 5 places. Propulsé par 36 petits moteurs électriques, l'appareil à décollage et atterrissage verticaux se distingue de sa longue liste de concurrents par une vitesse de pointe et une autonomie remarquable de 300 km/h sur une distance de 300 km. Le début de la commercialisation est prévu pour 2025. Le premier vol s'est déroulé le 4 mai à Munich et depuis, le Lilium Jet démarre une série d'essais qui va lui permettre d'obtenir les certifications nécessaires pour voler dans plusieurs villes du monde d'ici à 2025. Grâce à des commandes passées via une application dédiée, les clients pourront bénéficier de trajets au même prix que celui d'un taxi, mais 4 fois plus rapide. Les premiers décollages se feront à l'aide de pilotes. Il est prévu que l'appareil devienne de petit à petit autonome, tel un drone. Mais contrairement à ces derniers, souvent à rotor,
L'aile de l'Ilium Jet lui permet de concentrer que 10% de ses 2000 chevaux pour se maintenir en l'air, d'où une vitesse et une autonomie plus importantes. L'absence d'hélice, de queue et de gouvernail et de boîte de vitesse ont également permis aux équipes de proposer un design particulier avec des fenêtres panoramiques et des portes coulissantes. Depuis sa création en 2015, l'entreprise allemande a réussi à lever plus de 100 millions d'euros de la part d'investisseurs divers comme le géant chinois Tencent, et l'Ilium emploie maintenant 300 personnes. Alors Philippe Écran, qu'en pensez-vous de toutes ces annonces ? Oui, écoutez, tout ce qui touche au développement de l'industrie aéronautique concerne le Val d'Oise. Vous savez que c'est un département industriel. Il y a beaucoup d'entreprises sous-traitantes des principaux fabricants d'avions et de motorisation. Donc, évidemment, on ne peut que se réjouir de ces annonces. Au moment où, effectivement, il y a une discussion qui s'engage sur l'ouverture du 4e terminal de Roissy. Qui est une évolution tout à fait, je dirais, logique de l'évolution du transport aérien. En fait, le transport aérien, c'est quelque chose qui se développe énormément, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, en Europe, les principaux aéroports se développent. Celui de Paris doit se développer également, sinon il sera petit à petit marginalisé et au lieu de prendre l'avion à Roissy pour aller en vacances ou en déplacement professionnel, il faudra aller à Amsterdam. Donc je pense qu'on a tous intérêt à ce que l'aéroport de Roissy se développe normalement, logiquement, en fonction de l'évolution du trafic qui existe en France. Merci beaucoup Philippe Écran. Je vous propose tout de suite une première pause musicale. On va partir dans le jazz et on vous retrouve dans quelques minutes. Alors on passe qui là? Moi j'ai le Moustique, il était en Qu'est-ce que tu as choisi? C'est Julien Dom, de toute façon c'est le jazz. Du jazz. Ah ouais, c'est pour ça que Julien Dom, c'est bien. Voilà. Eh ben, il fait pas froid. Hein. Ça demande une certaine dextérité. De quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ben, faut pas. Disons que le matin, faut être en forme pour articuler correctement et que ça aille le plus vite possible, tout en étant clair. Vous avez un compte Twitter ou pas? Non. Ah non. Non. Ah non. Pour moi, Twitter, c'est un ramassis de tout et de n'importe quoi. Alors certes, non mais je parle pas pour vous. Non, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps les réseaux. Et comme déjà je développe via Facebook et LinkedIn, c'est tellement lent de déposer des choses. Il existe des outils qui permettent d'envoyer sur plusieurs réseaux sociaux en même temps Oui, le même post. mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ah bon? Non. Il faut que je fasse appel à un pro. Qui s'appelle David Cruchon, que vous avez reçu ici avec moi pour l'effervescence, qui est un vrai connaisseur des réseaux sociaux aussi. Parce que là, je l'ai fait un par un, j'en peux plus, ça me prend 2 heures tellement c'est lent. Alors là, attends. 17 000 personnes, il y avait... 17 000 personnes, c'était énorme. Ah oui, non, parce que j'y étais allé, je dis, il y a quoi? Il y a 100 000 17 000. Ah oui, c'est le comptage police. En fait, au départ, il y avait moins de monde, mais tout d'un coup, c'est-à-dire que le concert a démarré vers 21h. Donc c'était très rempli devant la scène. Oui, 21h, ils ont démarré un peu en avance d'ailleurs. On va pas tarder parce que 35 minutes, Allez. on retourne en sous. Ah oui. Non, on y va. Non, c'est vrai. Mais ça s'est rempli petit à petit, après c'était noir de monde. Oui, j'ai vu ça. Parce que ça allait jusqu'au casino Oui, après. oui, oui. C'était énorme. Et après, ce qui est drôle, c'est de voir la foule arriver comme ça. Nous voici de retour au bar de l'économie. D'aujourd'hui, nous parlons réseau avec Philippe Écran, vice-président service de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, avec Catherine Poquet, animatrice réseau d'entreprise à la CCI du Val d'Oise, bien sûr, et Arnaud Jomard, directeur associé du cabinet Coexfi. Alors, Philippe Écran et Catherine Poquet, vous avez lancé... Alors, en quelle année avez-vous lancé le fameux Plateau, le réseau Plateau, PLATE, et quelle est sa mission? Catherine Poquet.
Alors, le réseau Plateau, en fait, est flamand à l'origine. Hein. Il a été créé dans les années 80. Et la Chambre de commerce et d'industrie, alors à la base de Versailles Val d'Oise, Versailles s'en est emparé en 2003 et l'a développé sur les 2 départements. Et depuis, donc, ça ne cesse de s'accroître. Et notamment sur le département du Val d'Oise, où nous avons toujours, chaque année, environ 10 groupes plateaux qui tournent sur l'ensemble du territoire. Alors, donc c'est un concept danois, vous nous avez dit. Flamand. Flamand. Oui. Alors, c'est un concept flamand pour faire quelle mission? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on accompagne, la principale mission, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. C'est un petit groupe d'une quinzaine de chefs d'entreprise qui se suit pendant un programme de 2 années. Ils sont coachés par des grands comptes, des directeurs, ça peut être un directeur des achats, un directeur financier. Et le but de ces ateliers, c'est de gagner en compétences, quelles que soient les thématiques. En fait, c'est eux qui définissent leurs thématiques, le cahier des charges. Et à partir de là, on détermine l'expert qui pourra répondre à leurs interrogations et développer leurs compétences. Ils se suivent comme ça pendant 2 années, 1 fois par mois, lors d'un atelier en soirée. Alors donc, c'est un programme finalement d'assistance et de formation, on peut dire, à des chefs d'entreprise. Oui. Pour ne pas être seul finalement. Alors est-ce que c'est valable pour des startups ou bien est-ce que si on a une entreprise qui est déjà implantée, on peut y en bénéficier? Alors ça concerne tout chef d'entreprise puisqu'en fait quand on parle des jeunes entreprises, il y a un plateau dédié spécialement aux jeunes entreprises, aux entreprises qui ont moins de 3 ans. Il y en a un en cours actuellement sur le territoire de Cergy-Pontoise. Il y en a un qui va être développé sur le territoire de Grand-Voici-le-Bourget. Et on voit que c'est vraiment un apport important pour ces jeunes chefs d'entreprise qui se créent et répondre à toutes leurs interrogations dans leurs premières années de vie. Alors quand vous dites premières années, Philippe Écran ou Catherine Poquet, premières années de vie, vous considérez que jusqu'à combien d'années on peut bénéficier de ce programme Plateau? Alors les jeunes entreprises, c'est les moins de 3 ans, mais après il y a tout un tas d'autres groupes plateaux qui sont thématiques. Par exemple, on a des groupes plateaux industrie qui là concernent vraiment les entreprises industrielles. Là, on va en ouvrir un sur le tourisme qui va donc intéresser plutôt des entreprises liées au tourisme. Il y a un plateau aussi développement commercial, donc là qui est vraiment axé sur le développement commercial de l'entreprise, mais il n'y a pas, il n'y a pas de limite dans le temps en fait. Hein. Tout chef d'entreprise a le droit et doit se perfectionner et s'améliorer au niveau de ses compétences managériales, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, on a un bon exemple avec nous qui fait de nombreux groupe plateau et qui va bientôt encore nous rejoindre. Justement, on va lui poser la question. Arnaud Jomard, vous êtes bénévole dans l'un des programmes plateau. Alors, combien de temps ça vous prend? Quand ont lieu ces réunions finalement? Alors Coexfi est présent chez Plateau puisqu'on a un cadre coach parmi les associés et moi ça va faire la 3e session de Plateau que j'attaque. Et je présente également un atelier en tant qu'expert sur le plateau jeune entreprise, sur les indicateurs de gestion par exemple. Voilà ce que ça apporte. Combien de temps ça prend? C'est une réunion une fois par mois, le soir, de 18h à 22h, qui se découpe avec une formation apportée par un expert. Et après, un dîner convivial entre chefs d'entreprise où effectivement là on peut échanger et parler de ces différentes problématiques. Donc vous, il faut dire que vous êtes un expert comptable. Donc Arnaud Jomard, il faut préciser que le cabinet Coexfi c'est de l'expertise comptable. Donc vous faites des missions d'aide et de formation lors des réunions plateau sur ce domaine, j'imagine. Tout à fait. Quand on fait une animation au plateau jeunes entreprises, c'est sur les indicateurs de gestion, c'est pour apporter aux jeunes entrepreneurs des repères, des indicateurs qu'il faut suivre ou qu'il serait opportun de suivre tout au long de leur existence. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Quels sont les indicateurs qu'il faut suivre? Il est important d'avoir une idée de son coût de revient, il est important d'avoir une idée de l'évolution de sa trésorerie, d'avoir fait un budget à l'avance,
tous ces termes un peu techniques qu'il est bien de développer de manière un peu plus pédagogique. Ce sont des jeunes créateurs qui souvent ont eu une formation limitée, qui sont très compétents dans leur domaine, mais qui effectivement gérer une entreprise c'est différent. On essaye de leur apporter d'une manière ludique, pédagogique, effectivement des outils et les notes qu'on reçoit, parce qu'effectivement quand on intervient chez Plateau, on est noté par les membres. Les notes prouvent que nos formations sont utiles. Et donc, il y a combien là, dans les réunions que vous avez faites récemment, combien il y avait de chefs d'entreprise y participant et quelles étaient les questions les plus souvent posées? C'est toujours un groupe d'une quinzaine de personnes. Ce qui est assez important, c'est de voir qu'ils ne sont pas forcément, ils ne sont pas arrêtés pour se poser ces questions-là. Ils ne se sont pas du tout posés. Les réunions leur permettent pendant 2 heures, effectivement, sur le thème en question, le mien ou un autre, de s'arrêter et de se poser des questions pour eux. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'ils peuvent y apporter. Alors donc, beaucoup de questions, notamment là, en l'occurrence, on a parlé trésorerie. Ça, c'est, en fait, les jeunes chefs d'entreprise ont du mal à suivre les indicateurs de leur compte bancaire ou de la trésorerie par manque de formation, finalement. Oui, souvent c'est le cas, effectivement. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. La trésorerie, c'est effectivement immédiatement sur le relevé bancaire, mais il y a des incidences hors relevé bancaire. Si effectivement c'est bien de faire du chiffre d'affaires, c'est mieux de l'encaisser. Donc forcément, c'est des choses qu'il faut prévoir. Il faut avoir une idée de son plan de trésorerie, par exemple, et de s'arrêter à un moment. La tête dans le guidon, c'est bien, mais à un moment, il faut prendre un peu de recul sur son entreprise pour pouvoir regarder où est-ce qu'on va. Oui, c'est là où le conseil de l'expert comptable est important. Parce que vous les aidez à finalement analyser et quitte peut-être aussi à trouver les bonnes personnes pour trouver de l'argent. C'est ça aussi le rôle Ça peut être ça, effectivement, le financement participatif, de trouver des aides, effectivement, que ce soit auprès du réseau Entreprendre ou Initiative 95 ou des aides européennes, ça existe. Il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui subventionnent les jeunes entreprises. C'est important de se poser et de voir où on va. Catherine Poquet, vous avez spécifié que pour ce réseau PLATO, Plateau donc, ça peut être aussi par thème, industrie, tourisme, développement commercial. Quelles sont les attentes des entreprises, des PME et TPE du Val d'Oise? Comme je le disais, c'est de se perfectionner, en tout cas pour les thématiques, c'est de se perfectionner sur ce domaine bien précis. Il y a aussi ce qu'on appelle le plateau multisectoriel qui là va balayer tout un tas de thématiques. On parlait finance, mais c'est aussi au niveau commercial, au niveau RH aussi, au niveau des ressources humaines, comment aborder, comment manager ses salariés. Mais ça peut être aussi, mais ça c'est le groupe qui le décide, des questions sur le développement personnel. On a des groupes, des ateliers qui marchent très bien sur le langage du corps, l'expression corporelle. Donc tout ça, ça permet aux chefs d'entreprise, au-delà de ces problématiques aussi quotidiennes, c'est de se connaître mieux soi-même, de se perfectionner dans ses échanges avec les autres et de pouvoir toujours échanger de ses difficultés quotidiennes avec ses pairs, des gens qui sont dans la même situation que lui, mais aussi avec ses cadres coachs qui sont là aussi pour apporter eux leur expertise et leur pratique dans leur quotidien, mais au niveau d'une entreprise beaucoup plus importante. Alors vous avez dit que Plateau, ce programme, était réservé aux TPE, PME et grandes entreprises. Est-ce que un dirigeant d'entreprise peut arriver avec un de ses cadres ou bien est-ce qu'ils viennent seuls? Alors, en général, c'est mieux que le chef d'entreprise, quand il commence ce programme, il le suive du début jusqu'à la fin. Il peut arriver qu'il se fasse remplacer pour une séance, mais c'est mieux dans la continuité de vraiment suivre le programme du début jusqu'à la fin.
parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un lien qui se crée entre ces chefs d'entreprise, puisqu'ils se côtoient pendant 2 ans, une fois par mois. C'est ce qui permet aussi d'établir une confiance et du coup de pouvoir parler de ces problèmes, parce qu'on ne parle pas de ces difficultés à la première personne venue. Donc il se crée quelque chose vraiment de très fort entre eux. Donc, et généralement, on se rend compte qu'une fois que le programme est terminé, ce petit groupe continue à se côtoyer, à se rencontrer et à organiser des dîners en dehors du programme plateau. Ça crée vraiment quelque chose de très fort entre eux. Et c'est donc là l'importance du réseau. On va y revenir si vous voulez bien. On va passer la parole à Philippe Écran. Je pense que vous êtes... On peut peut-être ajouter qu'en fait, les groupes plateaux s'adressent à des jeunes entreprises. Donc, on va dire passer vraiment les tout débuts. C'est au moment où l'entreprise commence à vouloir se développer et qu'elle a besoin d'outils que ça va démarrer. Donc c'est pour ça que ça s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, puisqu'à ce moment-là de la vie de l'entreprise, on ne peut pas dire que ça soit... il y a énormément de directeurs autour du chef d'entreprise. Donc c'est plutôt je dirais un concentré en fait, de formation, en rappelant les différentes thématiques principales du travail du manager, qui vont normalement, en tout cas c'est ce qu'on peut espérer, lui servir ensuite pour développer complètement sa boîte et peut-être devenir effectivement plus important, et pourquoi pas un jour à son tour devenir coach dans le cadre de plateau. Merci beaucoup pour cette précision. Je propose une seconde pause musicale et on revient avec vous dans quelques secondes. Ça va? C'est pas facile. Ah, vous trouvez que c'est pas facile? Non, mais... Si, ça va très bien, je trouve. Oui, mais... Ça coule tout seul. Ah oui? Non. Oui, ça coule tout seul. Alors, ma question suivante sur plateau, c'était donc comment vous faites pour... comment vous les informez? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui, dès que vous voyez la création d'une entreprise, vous leur proposez, ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? Comment ça se passe? Qui répond? C'est vous? En fait, Philippe, c'est vous qui allez répondre à cette question? Vous allez commencer? D'accord. En fait, les collectivités locales souvent servent un peu flèchent un peu les jeunes entreprises qui sont déjà venues voir les différents réseaux déjà. En fait, on parle d'initiative ou d'autres. En fait, quand les gens qui sont des financeurs comme ça, de lanceurs d'entreprises, estiment qu'il y a quelqu'un qui peut-être a besoin de plateau, en fait, ils savent aussi. On est en partenariat avec les agglomérations aussi en fonction des territoires. Donc les agglomérations. D'accord, vous allez me dire tout ça. Ok. Prennent le relais aussi au niveau de la formation des entreprises. C'est des financeurs en fait. Le financement, le financement se fait par tiers entre la chambre, le stagiaire et l'agglomération. Bah, vous allez me dire tout ça au micro, d'accord? Oui. Ok. Et une fois que les 2 ans sont passés, vous les continuez à les suivre, ou c'est là où vous leur proposez d'autres réseaux? Non, c'est là où ils font, comme le disait Arnaud, ils vont rejoindre des plateaux thématiques. Voilà. C'est-à-dire que la première phase, c'est une phase un peu généraliste. Et puis après, selon leurs affinités ou l'activité de leur entreprise, ils vont se diriger vers... D'accord. Ok, donc après je vous passe la parole. Donc, ça ne les empêche pas d'ailleurs de rejoindre d'autres réseaux aussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a Plateau, mais il y a aussi après d'autres réseaux d'entreprises qui sont riches. Oui, alors justement, parce que vous allez vouloir parler après de vos réseaux 95. Hein, de tous les réseaux. Après on enchaîne sur vos réseaux, on est d'accord? Voilà, bon on reprend quand tu veux. Nous voici de retour au bar de l'économie pour parler réseau aujourd'hui. Pourquoi c'est important de faire partie de réseau et en quoi cela peut aider le chef d'entreprise et peut-être après une équipe carrément dans une entreprise. Et pour cela, je suis en compagnie de Philippe Écran, vice-président service de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, de Catherine Poquet, animatrice des réseaux d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, et d'Arnaud Jomard, directeur associé du cabinet Coexfi,
et membre de différentes associations, justement, de réseaux, notamment du Club des entreprises du Val-Parisis, et puis qui anime, bien sûr, Plateau, dont on vient de parler et dont on va poursuivre sur ce thème, si vous voulez bien. Alors, Plateau, comment l'entreprise peut-elle bénéficier de ce programme? Est-ce que c'est vous, à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, qui allez faire des propositions dès que vous voyez qu'une start-up s'est inscrite, ou bien est-ce que c'est elles qui viennent vous voir, ou comment faites-vous? C'est un faisceau en fait d'indicateurs qui font que les gens viennent vers Plateau. La première chose, c'est les gens qui sont suivis en fait par les réseaux financeurs, comme Initiactive, comme Réseau Entreprendre. Les agglomérations, les collectivités locales en général, qui sont cofinanceurs de l'opération à part tiers entre la Chambre de commerce, les stagiaires eux-mêmes et les agglomérations. Donc tout le monde met un petit peu sa contribution pour que ça fonctionne. Et donc, même si les cadres coach sont bénévoles en fait, mais ça suppose quand même un peu de frais d'organisation, etc. Donc tout ça est financé en collaboration avec les collectivités locales. Les collectivités locales, donc du coup, arrivent à identifier sur leur territoire des gens qui sont lanceurs de projets et qui vont donc pouvoir rejoindre le Plateau comme ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, comme le disait tout à l'heure Catherine, on a en moyenne une dizaine de réseaux Plateau, de groupes Plateau, pardon, qui sont organisés depuis maintenant 15 ans dans le Val d'Oise. Et donc, du coup, vous avez dit que c'était un programme qui se met en place pour 2 ans. Ça commence en début d'année. Quel est le début d'année? C'est septembre ou bien c'est janvier? Alors, il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. Par exemple, là, nous venons de lancer sur Argenteuil-Beson un groupe Plateau destiné aux industriels. On a commercialisé ce groupe avec l'aide de la ville d'Argenteuil, du conseil économique aussi d'Argenteuil, et une fois que nous avons le nombre d'entreprises qui constituent le groupe, en fait ça nous permet de lancer le groupe, et là on part pour 2 années. Par exemple sur le territoire de Grand-Roissy-le-Bourget, nous allons lancer 4 groupes avec 4 thématiques différentes. Là, ça va être lancé au 2e semestre 2019. Donc là, nous sommes en train de rencontrer les entreprises. Donc, on est dans une démarche aussi de prospection. On informe en général de la création de ces groupes, mais tous nos financeurs, en fait, relaient l'information. Ça va dans les 2 sens, en fait. Quels sont les thèmes qui vont être lancés à l'automne au Grand Roissy? Alors, nous avons un groupe multisectoriel, donc ça concerne toute entreprise et toute thématique. Nous allons avoir, comme je le disais tout à l'heure, un groupe tourisme, qui va intéresser les hôteliers du territoire. Un groupe sur la responsabilité sociétale des entreprises, qui là va être en co-animation avec la CCI Seine-Saint-Denis. Et nous allons avoir un groupe Jeunes Entreprises. Merci beaucoup Catherine Poquet pour cette précision. Ce qui est important sur ce territoire de Grand-Roissy-le-Bourget, c'est que ces groupes sont financés par FedEx et l'aéroport de Paris. Donc finalement, ça ne coûte rien à la jeune entreprise qui en bénéficie? Alors, ça coûte, elle participe financièrement, mais compte tenu de... Pas à hauteur de ce qu'il faudrait. De ce que ça coûte réellement, puisque nous sommes aidés financièrement, soit par les collectivités, soit par des grands groupes. Là, en l'occurrence, des grandes entreprises. Voilà. Alors, une fois que ce programme est terminé, comment ça se passe, Philippe Écran, pour ces jeunes entrepreneurs? Puisque vous êtes le vice-président service, vous les aidez à intégrer d'autres réseaux, vous leur conseillez d'aller dans d'autres réseaux, ou ça se fait automatiquement? Oui, ça se fait en chemin en fait. Au fur et à mesure, les gens voient l'intérêt de participer à différents types de réseaux d'entreprises. Les gens qui sont souvent, c'est le cas d'Arnaud, cadre coach Plateau, font également partie d'autres réseaux. Je crois que Coexfi, j'ai compris que Coexfi participait à 13 réseaux dans le Val d'Oise. Dont le Club des entreprises du Val-Parisis, on va en parler dans quelques minutes. Voilà, donc c'est cette espèce de maillage qui, petit à petit,
les chefs d'entreprise qui participent à tel ou tel réseau, que ce soit Plateau ou d'autres, en fait, voient l'intérêt de croiser avec d'autres réseaux et se retrouvent plusieurs fois dans l'année avec des gens qui ont déjà eu l'occasion de croiser, etc., avec qui ils peuvent enrichir leurs relations et pourquoi pas à un moment donné développer des courants d'affaires. C'est le point d'orgue de tout ça, si je peux me permettre, c'est le salon Effervescence qui a lieu chaque année et qui fait une sorte de synthèse de l'ensemble grâce à l'action de VO Réseau, qui est cette plateforme que nous avons lancée il y a maintenant 3 ans pour, et c'était à la demande d'ailleurs, hein, VO Réseau, c'est pas né comme ça d'une tête fumeuse dans un bureau au fond d'un couloir, c'est la réunion qui a été organisée il y a donc 3 ou 4 ans avec toutes les personnes responsables de réseau dans le Val d'Oise, qui à un moment donné ont trouvé intéressant de créer cette plateforme et de la mettre en forme, de lui donner par exemple ce support d'un site internet que nous avons lancé, c'est pareil, il y a 2 ans et demi, VO Réseau 95, où on peut retrouver toutes les informations sur tous les réseaux, on peut retrouver l'agenda des différentes manifestations des uns et des autres, pour éviter par exemple, en fait on encourage tout le monde à utiliser cet agenda pour éviter d'avoir trop d'événements au même moment, au même jour. Et puis cette plateforme également, Catherine va vous en parler dans un instant, l'occasion de lancer une nouvelle opération de regroupement, un nouvel événement au mois d'octobre qui va regrouper encore une fois les entreprises du Val d'Oise, ce qui fait qu'avec le salon, on aura 2 grands événements dans l'année, un plutôt en début d'année, un plutôt en fin d'année, au service encore une fois des entreprises du Val d'Oise. Alors là, vous parlez du salon Effervescence qui a lieu en début d'année, en mars, voilà. Et puis donc le futur forum qui va s'appeler Entrepreneur, c'est ça, Catherine Poquet, le 22 octobre. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc effectivement, notre mission, c'est de faire connaître en fait tous ces réseaux d'entreprises aux chefs d'entreprise qui ne sont pas aujourd'hui dans une démarche de réseautage. Puisque aujourd'hui 46% de chefs d'entreprise appartiennent à un ou plusieurs réseaux. Donc on a encore, ça veut dire que les réseaux ne touchent qu'une entreprise sur 2, donc il y a encore une marge de progrès. Et vraiment, pour nous, c'est vraiment important de sortir le chef d'entreprise de son isolement. Et ces réseaux sont là pour ça, d'où cette plateforme pour faire connaître. Effectivement, il y a beaucoup de réseaux d'entreprises sur le Val d'Oise, c'est riche d'ailleurs, c'est ce qui crée la dynamique du département. Mais justement, les chefs d'entreprise qui aujourd'hui ne savent pas sur quel réseau d'entreprise il peut se retourner, je lui conseille vivement d'aller sur VO Réseau 95, où tous les réseaux d'entreprises du Val d'Oise sont répertoriés avec leurs missions, leurs coordonnées et surtout tous les événements qu'ils organisent. Donc ça, c'est un premier point. Et effectivement, le 22 octobre, cette année, à Éragny, on organise ce qu'on appelle Entrepreneur, organisé par VO Réseau 95, qui consiste à réunir tous ces réseaux d'entreprises sur un seul endroit, à un seul moment. Et cette année, la particularité, c'est qu'on associe tous les acteurs économiques locaux du département. Et donc l'entreprise, en venant à cet événement, aura à sa disposition tous les acteurs qui peuvent répondre aujourd'hui à ces questions, les services fiscaux, la Banque de France, BPI France, la Chambre de commerce, les réseaux d'entreprises tels que le Club des entreprises de Valparisis, le Pôle des entrepreneurs, l'ADPAVAD, tous les réseaux d'entreprises qui soient territoriaux ou départementaux seront présents pour répondre et pour se présenter auprès de tous ces chefs d'entreprise. Alors c'est vrai que c'est important parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de clubs ou de réseaux en Val d'Oise dédiés aux chefs d'entreprise et si on est tout nouveau, c'est difficile de savoir avec quel réseau il faut adhérer finalement. Exactement. Alors là, Là, si je peux juste témoigner, en fait, Philippe Écran. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je viens de reprendre une entreprise qui est installée sur un parc d'activités très récent, mais qui est un parc d'activité privée, qui est détenu par une foncière. Et quand on est dans le Val d'Oise et qu'on pratique les réseaux d'entreprise, on trouve ça naturel, on trouve des informations très vite, etc. Et là, je me trouve confronté à une espèce de blackout. En fait,
je me suis tourné vers le gestionnaire du parc en demandant s'il y avait une structure, quelque chose pour justement récupérer de l'information, des choses très simples, trouver des fournisseurs de services, enfin, juste trouver une entreprise de ménage. Je veux dire, si vous avez des réseaux autour de vous, ça va très vite. Si vous n'avez rien, eh bien, en fait, il faut regarder sur Google, chercher, appeler des sociétés que vous ne connaissez pas, qui sont plus ou moins loin de votre entreprise, et puis vous avez un succès, enfin, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Quand vous avez des réseaux à disponibilité, c'est vraiment fabuleux. Donc c'est un gain de temps. C'est un gain de temps énorme. Efficacité. On comprend pourquoi certains gestionnaires de parcs, eux, ne souhaitent pas trop que en gros, leurs clients se fédèrent, parce qu'ils pourraient éventuellement avoir des idées étonnantes sur, par exemple, comment obtenir plus de services, je ne sais pas, etc. Mais c'est l'avantage de la mise en réseau tel que c'est fait dans le Val d'Oise et avec le réseau 95, c'est que tout ça se fait de façon un peu avec des associations à but non lucratif, bénévoles, il n'y a pas d'intérêt commerciaux particuliers là-dedans, donc l'information circule très vite. C'est vraiment très important. Encore une fois, on ne s'en rend pas compte de cette richesse qu'on peut avoir à notre disposition dans le Val d'Oise. Et c'est vrai que c'est une particularité du Val d'Oise. Alors justement, Arnaud Jomard, vous êtes dans plusieurs associations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous co-animez donc un programme au programme Plateau, mais vous êtes adhérent du Club des entrepreneurs du Val-Parisis et de Evo 360. Parlez-nous un petit peu de ces deux clubs, quelles sont leurs spécificités et quels sont les avantages si on adhère. Alors, on n'est pas du tout effectivement dans le même type de réseau que Plateau. Plateau, on a parlé de formation principalement. Là, ce sont deux réseaux de chefs d'entreprise qui n'ont pas tout à fait la même vocation. Evo 360, c'est basé sur une fédération d'entreprises qui va effectivement démarcher des entreprises, des PME pour effectivement leur faire un audit gratuit et leur proposer leurs services. Donc, il y a une démarche proactive commerciale, alors que sur le club des entrepreneurs du Val-Parisis, c'est plus effectivement une réunion de chefs d'entreprise une fois par mois le soir pour effectivement parler d'une thématique puis échanger ensemble. La dernière en date, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, c'est 85 chefs d'entreprise présentes à Cormeilles en Parisis, qui ont effectivement, alors c'est les repas de fin d'année, il n'y a pas forcément de thématique, mais qui ont échangé des cartes de visite pour certains, des expériences pour d'autres, des besoins de service pour d'autres encore. Et effectivement, c'est un moment convivial où on se retrouve entre chefs d'entreprise, avec des problématiques communes. Vous parliez d'isolement tout à l'heure du chef d'entreprise, c'est vrai. Ça, vous le constatez en tant qu'expert comptable, vous le constatez? Ah oui, tout à fait. Le chef d'entreprise est souvent concentré sur ses problèmes et auto-centré sur ses problèmes. Ça lui fait énormément de bien, effectivement, et pour faire beaucoup de réseaux. Beaucoup viennent d'abord dans les réseaux pour sortir de leur quotidien et pouvoir échanger sur des problématiques communes avant que de faire du business. Alors, bien sûr, il y a des réseaux très business, il y en a qui le sont un peu moins, mais surtout le sortir de l'isolement, c'est le plus important. Alors justement, quelles sont les demandes, à votre avis, Philippe Écran, Arnaud Jomard, du chef d'entreprise? Quels sont les défis, quelles sont les difficultés qu'il rencontre le plus souvent et pour lesquelles, en réseau, justement, c'est important d'y être? Sur le parlait tout à l'heure de la BPI, enfin, le forum VO Réseau cette année sera vraiment on avait évoqué à un moment donné l'idée du supermarché, en fait, un peu du libre service, pardon, de tout ce qu'on peut rechercher en tant que chef d'entreprise. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. C'est que mettre à la disposition de tout le monde... Ça, c'est la mission de la Chambre de commerce du Val d'Oise. C'est une des missions de la Chambre de commerce, mais c'est l'objectif de VO Réseau 95. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on parle souvent de rompre l'isolement du chef d'entreprise, c'est un peu abstrait comme notion. Là, c'est beaucoup plus précis. On rentre vraiment
dans des questions, il y a des questions réglementaires, on veut construire un bâtiment, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup on a une réglementation qui a changé, on ne sait pas comment adapter son outil de travail, etc. On a des problématiques avec l'inspection du travail, ça peut arriver, enfin, tout ça, ça va être abordé, tout ça, on peut avoir immédiatement accès aux gens de la Banque de France. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans une seule journée, dans une seule séance, une seule session, on va avoir accès à tous ces gens qui sont spécialisés dans un tas de domaines. Évidemment qu'on ne va pas réussir à résoudre tous les problèmes en 1 heure ou 2 ce jour-là. En revanche, on va avoir les contacts, les cartes de visite de toutes ces personnes avec qui on va pouvoir retrouver ensuite pour approfondir le sujet. Ça, c'est ça le vrai intérêt de cette manifestation. Et c'est une spécialité du Val d'Oise, vous disiez, puisque vous avez une entreprise qui, elle, n'est pas dans le Val d'Oise, et là, on est beaucoup plus seul. Oui, alors, je sais par ailleurs que le Val d'Oise, c'est un des départements d'Île-de-France qui est le plus équipé en réseau d'entreprise. Probablement que ça tient aussi un petit peu à l'éloignement de Paris. Peut-être que quand on est dans le 92, on ressent moins l'importance d'avoir... Et puis peut-être les problématiques sont très différentes. Tout à l'heure, je parlais de ce qui se passe dans les parcs d'activité. Il y a moins de parcs d'activité dans le 92 que dans le 95. Donc en fait, c'est les sujets qui surviennent aux entreprises du 95, et puis peut-être une certaine... je ne sais pas comment dire, en fait, c'est une ambiance dans ce département qui fait que les gens aiment bien se retrouver, etc. On a effectivement la chance d'avoir énormément de réseaux d'entreprises. Ce que je disais tout à l'heure comme exemple, c'est que parfois, pour des raisons objectives, là je parlais d'un parc d'activité qui est détenu par une foncière, donc qui ne ressent pas du tout évidemment l'intérêt d'avoir des associations dans son périmètre, mais d'une façon générale, il se trouve que dans d'autres départements de la région parisienne, on a un peu moins cette tendance à se regrouper pour aller vers le développement en équipe ou en team, quoi. Alors donc, pour pouvoir identifier vers qui se tourner, vous avez dit, et vous donner rendez-vous le 22 octobre prochain au forum Entrepreneur, voilà, qui ce sera à Aisanville, vous avez dit, Catherine Poquet. Éragny, salle des Calandres. Voilà, Éragny, salle des Calandres. Si vous ne savez pas comment ou où vous tournez, est-ce que c'est important aussi d'avoir un réseau peut-être proche de chez soi, de son entreprise, pour pas avoir des kilomètres à faire, parce que c'est important la distance et la disponibilité. Est-ce que ça, c'est pas un des premiers critères? Ben, en fait, dans le Val d'Oise, vous avez des réseaux territoriaux, comme l'association que je préside, comme le club des entreprises de Val-de-Bray, comme on a dans le Val d'Oise une quinzaine de réseaux comme ça territoriaux qui sont basés à des endroits à donner, etc., et qui sont croisés avec des réseaux thématiques, que ce soit les réseaux de financement, que ce soit les réseaux de recherche, ou enfin peu importe, hein. Mais j'insiste sur le fait que c'est bien le maillage en différents réseaux qui va être le plus profitable pour le chef d'entreprise. Alors justement, Arnaud Jomard, vous êtes expert comptable. Un expert comptable, ça n'a pas le droit de faire de la publicité. Donc c'est important pour vous peut-être d'être en réseau. Coexfi est expert comptable, effectivement, est un cabinet d'expertise comptable. Alors ça, c'est bien déréglementé, hein. Sur la publicité, aujourd'hui, on n'a à peu près le droit de faire tout. Mais il est pour nous important d'être présent sur les réseaux, d'être présent localement. On n'a pas vocation à être un cabinet d'envergure nationale. On est plutôt tourné Yvelines et Val d'Oise, avec nos 3 sites. Donc aujourd'hui, il est important d'être présent localement, d'être reconnu, et effectivement la meilleure façon c'est d'être présent dans les réseaux. Au-delà effectivement ça apporte beaucoup de notoriété d'être présent effectivement sur ces différents réseaux. Et donc du coup vous faites partie aussi bien de réseaux de sport que de réseaux plus professionnels. C'est sûr que à titre personnel, je fais partie de 3 réseaux professionnels et 3 associations non professionnelles, le Blues Club, une association de golf et effectivement une association APED l'Espoir qui gère 9 établissements médico-éducatifs. Oui, donc c'est une très grosse association du Val d'Oise. Oui, on peut dire ça, oui, avec un budget de 26 millions et 300 salariés, je pense qu'on commence à être sérieux.
Merci beaucoup de nous avoir présenté les réseaux. Donc, je rappelle ce prochain rendez-vous. Si vous ne savez pas dans quel réseau aller ou si vous voulez tout simplement rencontrer les réseaux et les services du Val d'Oise, profitez du forum Entrepreneur le 22 octobre prochain. Avant, voilà. Il y a autre sujet aussi, c'est le Made in 95. Ça, c'est important. D'ailleurs, les Français, on a beaucoup de progrès à faire, puisqu'on n'est que 14% à défendre le Made in France contre les Allemands qui sont à plus du double. Donc, et nous, en Val d'Oise, on a la chance d'avoir un peu tout type d'industrie et de services. Et là, il faut défendre le Made in 95, n'est-ce pas, Philippe Écran? Tout à fait. C'est là aussi un projet qui est vraiment mené par la Chambre de commerce du Val d'Oise. En fait, on a ce label qui est vraiment un outil de valorisation du savoir-faire local. On présente de plus en plus largement, évidemment, comment rejoindre le label, comment se faire valider et labelliser. À ce sujet, pour ceux que ça intéresse, dans l'Assemblée générale de mon association, le 1er juillet prochain à Cormeilles, on aura justement une présentation de la Chambre de commerce sur comment se faire labelliser Made in 95 et à quoi ça sert. Donc là, vous donnez rendez-vous à tout le monde. On peut venir adhérer. Bien sûr. Non, mais adhérent ou pas adhérent d'ailleurs, ce qui est important, c'est de se retrouver autour de cette bannière parce que c'est vraiment quelque chose de très positif. Et vous disiez qu'on avait du potentiel, ce qui est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qui coûte rien, mais qui ne peut que rapporter à l'entreprise et puis je dirais à l'ambiance générale. Alors là, je pense que vous parlez de l'association des entreprises du Sud Val d'Oise. Ouais. Ça coûte combien d'adhérer à un réseau? En général, ça coûte une centaine d'euros pour une entreprise. Après, ça dépend. Il y a certaines associations qui ont fait varier leur adhésion en fonction de la taille de l'entreprise. Nous, ce n'est pas notre cas. On a fixé l'adhésion à 120 euros il y a une quinzaine d'années. Ça n'a jamais bougé. Donc, le prix de l'adhésion est finalement assez symbolique. 100 euros, ça fait 10 euros par mois pour l'entreprise. Je ne pense pas que ça soit surmontable. Et vu ce que ça permet de déclencher comme relation, comme contact, etc., en fait, on essaye, nous, de mener des actions qui n'ont pas, justement, où cette barrière de l'argent n'existe pas. Made in 95, c'est gratuit. Effervescence, c'est un salon qui n'est pas gratuit, mais je crois que le prix du stand moyen, c'est 200 euros. Donc, autant dire que c'est là aussi vraiment très faible. Ça couvre juste les frais d'exposition. Les associations territoriales ne cherchent pas à avoir des adhésions très, très chères, etc. C'est certainement pas la barrière. Donc, c'est pas le critère, en fait. VO Réseau, on peut se connecter sur le site internet sans difficulté, voreseau95.fr. Tout ça, c'est gratuit, en fait. C'est vraiment très... Et donc, si on est confronté à une association qui demande beaucoup plus, on peut se poser des questions même carrément sur le sérieux de l'association finalement? Ou est-ce que, puisque vous dites que... écoutez, moi je ne connais pas d'association qui demande, en tout cas dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, il y a évidemment des réseaux, on parlait tout à l'heure de plateaux, il y a une valeur qui est attachée à la formation, etc. Des coûts liés à la formation qui fait que c'est un peu plus cher que ça. Mais ça reste par rapport, là si on devait comparer au prix moyen de session de formation, c'est vraiment très 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 bas, puisque c'est pris en charge, vous l'avez dit, par d'autres cofinanceurs. Mais dans le Val d'Oise, je ne connais pas d'association qui cherche à faire à faire des bénéfices sur les adhésions. Alors si on est intéressé donc justement et si on est en recherche, donc j'ai annoncé ce forum du 22 octobre, mais il y a aussi le site internet Vos Réseaux. Alors qu'est-ce qu'il faut taper pour vous trouver, Catherine Poquet? voreseau95.fr. Merci beaucoup, on va tout de suite faire une pause et cette fois en chronique avec le débrief sportif du lundi. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. On en a vu de toutes les couleurs ce week-end. Non, je ne parle pas du magnifique feu d'artifice qui a été tiré samedi soir sur le lac d'Enghien, mais il y avait du bleu, du blanc et du rouge partout ce week-end dans plein de sports pour un plein d'émotions. Du bleu qui gagne, du bleu qui perd, mais ça, c'est le sport comme on l'aime. Et celles qui ont gagné, ce sont les filles de l'équipe de France de football qui, hier soir au Havre, sont allées arracher leur qualification pour les quarts de finale
au bout d'un match moyen, mais surtout au bout d'un match crispant. La France avait réussi à ouvrir la marque, mais le Brésil égalisait et plongeait les Françaises dans le doute. Mais c'est au courage, dans la prolongation, que les tricolores sont allés chercher ce succès 2-1 devant plus de 23 000 spectateurs. Et vous savez, Florence, combien il y avait de téléspectateurs? Le chiffre vient de tomber. Plus de 12 millions de téléspectateurs pour ce match. TF1 et Canal+ cumulés. Désormais, au prochain tour, la France va devoir hisser son niveau de jeu, car en quart de finale, les Bleus affronteront les États-Unis ou l'Espagne, qui jouent ce soir à Reims. Les USA, tenants du titre, sont les grandes favorites. Rendez-vous donc vendredi dans un Parc des Princes qui fera le plein pour un choc qui s'annonce somptueux. Et puis parmi les autres gagnants du week-end, il y a les gamins d'équipe de France de rugby qui disputaient le championnat du monde des moins de 20 ans en Argentine. Ils ont signé un véritable exploit, d'abord en battant l'Australie en finale 24-23, mais surtout c'est leur deuxième succès consécutif dans cette épreuve, après le titre remporté l'an dernier. C'est une première pour le rugby français. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les Français vont battre les All Blacks à chaque fois, mais ce succès est quand même une belle promesse pour l'avenir, car n'oublions pas que la France organisera la Coupe du Monde en 2023, et il y a fort à parier que l'on verra alors des gamins de 2019 dans la grande équipe de France. Des drapeaux bleu, blanc, rouge, il y en avait plein, les tribunes du circuit du Castellet où se disputait hier le Grand Prix de France de Formule 1. Mais une fois de plus, ce sont les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui se sont hissés aux deux premières places en menant la course de bout en bout. Du coup, l'Anglais Hamilton file vers un 6e titre mondial. Le premier Français, Pierre Gasly, termine à la 11e place au volant de sa Red Bull. Et vous voulez encore du bleu? Eh bien en voilà, car hier, Gilles Simon disputait la finale du célèbre tournoi du Queen's en Angleterre. Je parle de tennis, naturellement. Une finale incroyable qui aura duré 2h49 minutes, ce qui est très long pour un match sur le gazon. Mais à la fin, le Français s'est incliné en 3-7 face à l'Espagnol Feliciano Lopez, 7-6. À propos de tennis, il y avait aussi une autre finale sur le gazon à Halle. Là, pas de Français. Mais il y avait bien mieux, Florence, avec l'homme qui vous fait vibrer. Ah bon? Bien sûr, Roger Federer. Hier, le Suisse s'est imposé contre le Belge David Goffin et a remporté ainsi son 102e titre, mais aussi sa 10e victoire à Halle. Il sera là, votre Roger, à partir du 1er juillet sur les cours de Wimbledon pour disputer le tournoi qui lui tient le plus à cœur. Voilà, encore une fois, il s'est passé plein de belles choses sur les terrains de sport. Et comme en plus Federer a gagné, Florence, vous avez tout pour débuter une semaine qui s'annonce brûlante. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup Bruno. Eh bien, on vous retrouve jeudi. À jeudi. À jeudi. En attendant, on va tout de suite retrouver Pascal Boniface dans une interview enregistrée, un entretien exclusif avec Yannick Jadot qui a obtenu 13,5% au scrutin européen et qui veut bien sûr marquer l'avenir de la politique française. En tout cas, la question qu'on lui pose aujourd'hui, c'est: le climat est-il vraiment en danger? Voici sa réponse. Bonjour, pour cette première émission de l'année, mon invité est Yannick Jadot. Bonjour. Alors, c'est terminé fin 2018, la COP24 à Katowice. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Est-ce que le climat est réellement en danger plus que jamais? Le climat est en danger plus que jamais, puisque tous les scientifiques nous disent à quel point dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique nous conduirait à une forme d'emballement et de chaos climatique. Ce qui est toujours étonnant en matière de climat, c'est qu'on voit à quel point le futur nous a rattrapés. Moi, je me souviens de la conférence de Copenhague, qui a été la première grande mobilisation internationale sur le climat. À ce moment-là, tous les chefs d'État, Obama, Sarkozy, Gordon Brown, Angela Merkel, tout le monde allait sauver le climat. En 2009. En 2009, à Copenhague. Mais le discours, c'était le climat, c'est une alerte scientifique. Et ça concerne les générations futures. En 10 ans, tout a basculé. Le futur nous a rattrapés au sens où tous les effets dramatiques
du dérèglement climatique sont déjà constatés, impactent déjà très dramatiquement nos sociétés, nos économies, nos organisations, et évidemment parmi nos sociétés les plus vulnérables et au sein de la communauté internationale, les pays les plus vulnérables. Donc le dérèglement climatique est là, c'est une affaire du présent et c'est évidemment une affaire du futur. Et ce qui est étonnant de constater à Katowice, c'est que finalement les États qui représentent, qui construisent la communauté internationale aujourd'hui, sont très globalement infoutus de se sortir du vieux monde. Je faisais la comparaison avec Copenhague. Quand on était à Copenhague, les énergies renouvelables, par exemple, étaient plus chères que toutes les énergies conventionnelles. Charbon, pétrole, gaz, nucléaire. En 10 ans, le photovoltaïque a réduit ses coûts par 10. L'éolien par 3. Les programmes d'efficacité énergétique, notamment dans les logements, aujourd'hui, on sait les mener. Ils sont performants. Donc au moment où une partie des entreprises ont intégré cette économie climatique, au moment où les citoyens n'ont jamais autant marché, n'ont jamais été autant préoccupés par le dérèglement climatique, au moment où les collectivités locales sont devenus des acteurs majeurs de la lutte contre le dérèglement climatique, comme un outil d'ailleurs de réappropriation démocratique locale, les États sont en retard sur les sociétés parce que les États, malheureusement, restent prisonniers de ce point de vue-là du vieux monde, des vieilles énergies, parce que le pétrole... Comment l'expliquer? Alors comment expliquer que la société ne soit pas un aiguillon suffisant pour faire avancer les États? Parce que depuis que l'économie est économie, la question de l'énergie est une question étatique majeure. On a le charbon. Le charbon, ça a été historiquement l'énergie sociale. C'est l'énergie sur laquelle se sont construits la plupart des mouvements syndicaux en Europe et sur lesquels ils sont tombés, d'ailleurs, comme en Grande-Bretagne. Il y a le pétrole, qui est l'énergie de la mondialisation. C'est l'énergie des dictatures, c'est l'énergie de la corruption. Et puis le nucléaire, qui est une énergie totalement étatique, et qui aujourd'hui, mais c'est pas le débat, pour moi est le dernier avatar du soviétisme. Et puis il y a les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ce ne sont pas des énergies étatiques, ce sont les grandes énergies citoyennes de demain. C'est les énergies qu'on peut s'approprier, on peut produire, on peut consommer sa propre énergie, on peut l'organiser à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village, et ce sont essentiellement aujourd'hui des petites entreprises, ce sont des services. Et là, c'est une rupture dans la conception de l'État. Toutes les politiques énergétiques qui étaient co-gérées par les États, avec des oligopoles, Engie, EDF, Elf, tout Total, tout ce qui a, y compris contribué à la construction des États, ou en tout cas ont été totalement dépendants des États dans leur stratégie, tout ça est totalement bousculé. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est en train d'advenir. C'est le nouveau climato-scepticisme d'un Trump, d'un Bolsonaro, de tous ceux qui, au fond, ont compris que le monde d'aujourd'hui était un monde rétréci, était un monde où, de fait, on était dans une communauté de destin, et donc, s'il y a bien un sujet qui fait communauté de destin, c'est le climat, mais ces populistes-là, ces nationaux-populistes, au fond, refusant ce monde, refusent ce qui fait communauté de destin. Ils se replient du monde, et donc ils se replient de tout ce qui est bien commun. Et le climato-scepticisme d'un Trump, c'est pas simplement le fait que c'est pas de la science. Il s'en fout de la science, Trump. C'est pas simplement le fait qu'il est financé par le charbon et le pétrole. C'est que acter le dérèglement climatique et la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, c'est de fait faire communauté de destin, c'est faire communauté internationale, et c'est la dernière chose qu'il veut. Donc on a ces États qui sont très en retard par rapport aux sociétés. Ce qui rend optimiste, c'est que la société avance, c'est que l'économie rationnelle aujourd'hui est une économie qui, de fait, prend sérieusement en compte le climat. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est la réticence des États, c'est leur emprisonnement dans le vieux monde et le fait qu'ils soient prisonniers d'un certain nombre de lobbies qui, de fait,
pour lesquels, en tout cas, chaque minute de gagner dans la lutte contre le dérèglement climatique est une minute de profit en plus. Alors, la famille écologique est née sur la protection de l'environnement, mais depuis, ce combat a été, au moins en affichage, partagé par toutes les familles politiques. Plus aucune famille politique n'ignore la question, même si les réponses, bien sûr, sont très différentes. Est-ce que, à l'inverse, le mouvement écologique, les Verts, se sont emparés des questions stratégiques et en dehors des questions de la lutte contre la dégradation climatique? Quelle est la vision du monde et des questions stratégiques qu'a votre famille politique et que vous avez vous-même? Alors, premièrement, tout le monde parle de l'écologie, mais tout le monde parle de l'écologie comme tout le monde parle du social. Et il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui la font. Et je revendique, notamment dans le contexte européen, comme dans le contexte national, qu'on est aussi dans un moment de clarification. Il y a 10 ans, tout le monde s'est emparé de l'écologie, c'était Al Gore, c'était le pacte écologique de Nicolas Hulot, c'était Nicolas Stern en Grande-Bretagne. D'un seul coup, le sujet de l'écologie est devenu sujet politique, et donc ça n'était plus simplement le territoire des écologistes ou des Verts, mais 10 ans après, force est de constater qu'il n'y a que les Verts qui se cognent les lobbies et qui arrachent des victoires. Je crois qu'aujourd'hui, l'écologie pose un nouvel équilibre entre le global et le local. Longtemps, l'écologie, ça a été penser global, agir local. Aujourd'hui, finalement, on est dans une situation où la mondialisation libérale, telle qu'elle s'exerce, explose les limites de la planète, maltraite les femmes et les hommes en construisant une compétition de tous contre tous, mais pas simplement des salariés contre les autres salariés, des territoires contre les territoires, des choix de société contre les choix de société. Les nouveaux accords de libre-échange, c'est une harmonisation par le bas, un nivellement par le bas des choix de société. Ça n'est plus une question de droit de douane. Donc on a cette mondialisation libérale qui est en train, au fond, qui est totalement dogmatique et irréaliste du point de vue des limites de la planète, comme, évidemment, à partir du moment où on explose les limites de la planète, qu'on rend la Terre de moins en moins habitable, la question du partage ne peut plus être posée pour tous. Il y a un moment, il y a une partie de la société, une partie de l'élite qui fait sécession. Et finalement, la force des écologistes aujourd'hui, c'est pas par rapport à ça de construire un repli, au contraire, de construire une nouvelle souveraineté internationale, une nouvelle mondialisation, mais qui est celle des biens communs. Climat, biodiversité, solidarité. Et c'est à travers ce prisme-là que nous pensons la question géopolitique. Quand on se bat pour le climat, quand on se bat pour les économies d'énergie et les énergies renouvelables, c'est sortir de toutes les confusions géopolitiques qui ont parasiter notre géopolitique depuis des décennies, c'est se donner les moyens de penser et d'avoir une relation à la Russie de Poutine qui est totalement différente. C'est s'extirper de la confusion malsaine des intérêts au niveau du Golfe, comme en Afrique. Aller sur une logique de lutte contre le dérèglement climatique, comme d'arrêter de piller les ressources. Aujourd'hui, 70% de l'argent de la corruption et des paradis fiscaux vient de la prédation sur les ressources naturelles. Quand on se bat, y compris au Parlement européen, sur la question de la traçabilité de ce qu'on appelle les minerais de sang, ces minerais qui rentrent dans la composition de nos téléphones portables par exemple et qui sont notamment exploités dans le bassin du Congo, c'est redonner au fond la possibilité à des communautés locales d'exister en dehors de l'oppression, de la tyrannie et du saccage de leur environnement. Et donc, on a cette volonté de repenser la question globale à partir des sujets essentiels. Parce qu'aujourd'hui, cette mondialisation libérale, finalement, c'est la circulation sans entrave des biens, des marchandises, des services, des investissements, mais du fait de cette mise en compétition de tous contre tous, finalement, cette mondialisation produit de la perte de repères, de la perte de ce qu'on appelle aujourd'hui
des identités, d'une précarité sociale, culturelle, donc construit plutôt de la défiance, du rejet, de la haine, et finalement la contrepartie de cette mondialisation libérale, aujourd'hui, ce sont des murs, des barbelés et des camps pour les personnes. Ça ne peut pas être ça, évidemment, notre vision. Et pour ça, il nous faut l'Europe. Il nous faut l'Europe parce qu'aujourd'hui, l'Europe est pour nous l'échelon qui permet à la fois de repenser la géopolitique face à Trump, face à Poutine, face à Bolsonaro, face à Xi Jinping ou je ne sais pas qui d'autre. On a besoin d'un espace politique en capacité de peser. Et ça, c'est le projet d'Europe puissance, c'est votre famille politique. Non, c'est l'Europe puissance médiatrice. Voilà, parce que puissance votre famille médiatrice a une difficulté avec la notion de puissance que vous rejetez, mais est-ce que pour peser par rapport à Trump, Poutine, Xi Jinping, est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe ait elle-même les moyens de la puissance? Comment vous articulez cette existence par rapport aux puissances extérieures? Alors, les écologistes à l'échelle européenne sont totalement favorables à une politique étrangère européenne. Et pour qu'on ait une politique étrangère européenne, il nous faut une politique de défense. Il nous faut une politique de défense qui ne soit pas une politique de défense à vocation hégémonique. Je pense que c'est plus le sujet de l'Europe. L'Europe a été suffisamment hégémonique pour tirer toutes les leçons de son hégémonisme et justement s'inscrire à la fois dans une forme d'universalisme des valeurs, des règles, du droit, mais qui n'est pas un universalisme qu'on construit, qu'on impose et dont on bénéficie majoritairement, qui est un universalisme justement de principes, de valeurs, et avec la capacité d'une puissance de médiation. Donc nous sommes pour une politique de défense. Nous sommes pour la coordination, la coopération de tous les outils de défense nationaux à l'échelle de l'Europe, y compris pour lui donner les moyens d'intervention. Pour ma part, moi je soutenais, quand il y a eu les premiers bombardements chimiques, moi je soutenais l'intervention d'une communauté internationale sur l'aviation syrienne. Je pense qu'on serait... On ne va pas refaire l'histoire, ça n'existe pas. Donc en fait, les écologistes ne sont pas ou ne sont plus des pacifistes. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Au sens où vous acceptez l'usage de la force à certaines conditions. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc c'est ça que je voulais vous faire non, dire. mais tout à fait. Quelle est la différence entre le pacifisme qui est le refus total de l'usage de la force ou l'usage sous certaines conditions? À quel moment l'usage de la force, y compris militaire, vous paraît justifié? C'est toujours difficile, je l'ai dit. Moi, je pense qu'il fallait bombarder l'aviation syrienne et que, à la fois, la Russie se serait peut-être pas sentie les mains libres en Ukraine à ce moment-là, parce qu'elle a vu à quel point l'Occident aujourd'hui, puisque c'était finalement une affaire britannique, américaine et française, finalement à un moment ça se résumait à ça, n'était plus en capacité de se mettre d'accord, y compris pour arrêter les pires atrocités. Ça, c'est le reproche qui est fait à Obama. Et aux Britanniques dans la suite, et finalement Hollande ne s'est pas senti en capacité de le faire. C'était objectif, ça devenait objectivement difficile, et on n'aurait peut-être pas eu autant d'atrocités en Syrie. Il fallait protéger Benghazi. En revanche, au-delà de la protection de Benghazi, vouloir renverser le régime libyen sans avoir aucune perspective de ce qu'on voulait faire ou de ce qu'il fallait faire en Libye, s'est révélé une catastrophe. C'est la différence entre la responsabilité de protéger et le changement de régime. On a été plus loin que le mandat qui a été donné. On a été plus loin que le mandat, mais surtout au-delà de la question du mandat, qui est essentielle pour nous en matière d'intervention des Nations Unies. On a aussi constaté que le Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui, est totalement verrouillé. Donc, au-delà même du mandat, c'est la question de la projection. L'appareil militaire n'est qu'un outil. Il ne peut absolument pas être une fin en soi. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui dans nos interventions extérieures. Elles peuvent être à court terme, dans l'actualité, dans le présent. Elles peuvent être justifiées. Je pense à l'intervention au Mali, on peut penser à la Centrafrique, on peut penser à certains régimes où à un moment donné, toute France-Afrique bue
on se dit mais qui est encore capable d'intervenir pour éviter des génocides, ou en tout cas des massacres. Vous condamnez la politique de Poutine en Syrie, en Ukraine. Est-ce que pour faire face à Poutine, l'OTAN vous paraît toujours nécessaire, indispensable, ou est-ce que c'est un remède qui nourrit le mal? Je crois que finalement, aujourd'hui, l'OTAN n'est plus sujet. Déjà, avec Obama, finalement, c'était moins violent parce que... mais au fond, les centres d'intérêt américains avaient déjà largement dérivé vers le Pacifique et que je pense que le parapluie américain, de fait, sur l'Europe, s'était déjà en partie refermé. Il s'est totalement refermé avec Trump. Mon sujet, c'est la politique européenne de défense. Mais est-ce que l'OTAN ne vous paraît pas être un facteur qui vient empêcher cette autonomie européenne? Oui et non. Je pense que elle renvoie, y compris un certain nombre aujourd'hui de régimes d'Europe de l'Est orientale, dans une sorte de choix un peu entre les États-Unis et une défense européenne. On voit bien toute la confusion qu'il y a en Turquie autour de la question de l'OTAN. On voit bien comment la Russie, parfois, a pu s'en sentir agressée quand des États voisins, ce qu'ils considéraient des États tampons, allaient basculer dans l'OTAN. Mais je pense que l'intervention russe en Ukraine est d'abord une intervention contre la démocratie. Finalement, Poutine a vu avant l'Europe, ou en tout cas a réagi avant l'Europe, à cette aspiration démocratique. Il a vu tout le danger de cette aspiration démocratique. Donc, aujourd'hui, à la fois, il faut, je l'ai dit, une politique de défense européenne. Il faut aussi trouver les moyens dans nos sanctions de répondre aussi à cette guerre de basse intensité que nous avons en Europe et à la frontière de l'Union européenne. Et moi, je ne comprends toujours pas pourquoi, par exemple, l'Europe n'a pas développé de manière systématique une sorte de liste Magnitsky européenne où finalement les complices, les instigateurs de ces crimes, que ce soit en Syrie ou sur d'autres scènes, seraient durement sanctionnés, parce que finalement les oligarques russes continuent à investir sur la Côte d'Azur, continuent à envoyer leurs enfants et à mettre une partie de la corruption ou des bénéfices de la corruption dans les banques européennes. Donc je pense qu'on a la capacité d'être beaucoup plus dur vis-à-vis de l'oligarchie poutinienne qui dirige et de l'être beaucoup moins vis-à-vis du peuple russe. Passons à la Chine. Il y a toujours des débats sur le fait de savoir comment se comporter à l'égard de la Chine. Est-ce que l'on met en avant une politique des droits de l'homme et que l'on refuse au maximum les contacts avec la Chine, ou est-ce qu'on fait prévaloir le réalisme? Où situez-vous le curseur des relations que la France et l'Europe devraient avoir avec la Chine? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a pas de relation avec la Chine. Et c'est ça, à mon avis, le principal problème auquel on est confronté. À chaque problème commercial, de dumping, de piraterie sur les technologies, des choses comme ça, la Chine a une relation directe avec le capital européen. Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup travaillé sur la question du dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques. C'est le plus grand cas de dumping chinois en Europe. La Chine vendait ses panneaux à moitié du coût de revient pour tuer l'industrie européenne, parce que c'est une industrie du futur sur laquelle elle veut être hégémonique comme elle l'a fait sur les terrains. On s'est battu pour que l'Europe fasse le boulot et protège ses industries, cette industrie du futur et ses emplois. Et à un moment donné, les dirigeants chinois ont fait le tour des capitales. Ils sont allés voir les Grecs en disant « Vous êtes sûr que vous voulez nous cogner alors qu'on investit dans le port du Pirée ?» Ils sont allés voir tous les pays d'Europe de l'Est et orientale en faisant des menaces sur les investissements. Ils sont allés voir les Français en les menaçant sur le vin. Et ils sont finalement allés voir Madame Merkel pour dire tous nos panneaux photovoltaïques sont faits avec des machines-outils allemandes, vous choisissez. Et finalement, on a laissé la Chine tuer. Et donc, en fait, on a chose assez
totalement paradoxal, mais qui est lié à la construction européenne. Nous avons une politique commerciale commune en Europe, mais nous n'avons pas de diplomatie commerciale. Et qu'aujourd'hui, on voit la Chine, comme d'ailleurs la Russie, tenter de saper l'unité européenne, notamment avec les nouvelles routes de la soie, où finalement vous avez une Chine qui investit, mais beaucoup moins que les investissements liés au fonds de cohésion européen. Donc en fait, c'est la solidarité européenne notamment qui permet le développement de l'Europe de l'Est orientale. Mais vous voyez cette Europe-là qui est en train de basculer dans une confusion et un laxisme vis-à-vis de la politique chinoise, parce que justement il y a des investissements à la clé. Donc il faut à la fois, ça renvoie à l'Europe qui est de savoir défendre ses producteurs et pas simplement ses consommateurs, ça renvoie à l'Europe de sortir des logiques de discipline budgétaire et d'investir massivement sur cette économie du XXIe siècle qui est forcément une économie climatique, et ça renvoie aussi à l'Europe de savoir quelles sont les vraies zones de partenariat avec la Chine et les vraies zones de conflit. Partenariat, c'est nous sommes deux continents aujourd'hui avec très peu de ressources naturelles. L'Europe parce qu'elle a tout bouffé avec 2 siècles d'industrialisation. La Chine parce que son processus... Bon. Donc on a à jouer de cette question de la sobriété en ressources et qui est une question évidemment à un moment donné environnementale. Mais on doit aussi peser aujourd'hui commercialement et à travers notre outil commercial sur la Chine du point de vue politique. Mais tant qu'on ne sera pas une Europe unie face à la Chine, ça n'existe pas. Pour conclure, Yannick Jadot, est-ce que vous pensez que la France a toujours un message spécifique à faire valoir dans le monde, et si oui, lequel ? La France a toujours un message spécifique à faire valoir dans le monde si on sait regarder l'histoire. On a produit le meilleur, on a produit le pire. Si on est capable d'acter notre histoire, notre plus grande leçon aujourd'hui, en tout cas notre plus grand combat, c'est la question de l'universalisme. Sur la question des droits, mais aujourd'hui les nouvelles formes d'universalisme, c'est le combat pour les biens communs, c'est le climat, c'est les ressources naturelles, ce sont les pollutions, ce sont les océans, c'est tout ce qui fait communauté de destin. On est dans un monde où chacune et chacun est condamné à vivre avec les autres, est exposé les uns aux autres. Alors il y a 2 options. Soit on se forge des ennemis, et finalement les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, qui ont été les principaux vecteurs de mondialisation aujourd'hui, s'en retirent. C'est quand même une incroyable ironie de l'histoire. Soit on bâtit des solidarités. Et s'il y a une place pour un pays et ses habitants et ses intellectuels et ses artistes, parce qu'on s'est toujours pensé universel, parce qu'on s'est toujours pensé plus grand que ce que nous sommes, et c'est une qualité quand ça donne le meilleur pour chacune et chacun d'entre nous, et bien c'est ça. Pour moi, c'est l'universalité autour de la communauté de destin. Et ça, il n'y a pas d'échappatoire, ça passe par l'Europe. Et donc c'est aussi en permanence un rééquilibrage profond entre notre capacité à vouloir le faire toujours, mais notre capacité à entraîner les autres. Et de ce point de vue-là, moi j'ai été très inquiet des débuts de ce quinquennat. Parce que finalement, Macron, qui devait être le renouveau européen, et c'était plutôt une bonne nouvelle, ses premiers pas en géopolitique n'ont pas été des pas européens. C'est Trump contre Merkel, au départ. C'est recevoir Poutine alors qu'il est boycotté par le G7 en Sicile. Donc ça a été d'abord, au fond, des pas qui servaient une image de la grandeur de la France, mais qui n'étaient pas, selon moi, des initiatives qui étaient efficaces du point de vue géopolitique, parce qu'à ce moment-là, il devait être un leader européen et non pas un leader français construisant des images pour rassurer notre angoisse de disparaître, mais ça devait être des images qui nous replaçaient justement au cœur du débat international.
Merci Yannick Jadot pour ce tour d'horizon sur les Merci questions à vous. stratégiques et géopolitiques, cette vision que vous allez défendre, bien sûr, lors des élections européennes. Absolument. Florence Florence Viens dire bon avant. Ah bon?